Dans l'épisode d'aujourd'hui de Gateway Books par Crestance, nous plongeons dans une époque de résistance et de transformation, les années 60 et 70. Au cœur de notre discussion se trouve The Women de Kristin Hanna, où une jeune infirmière se retrouve plongée dans le chaos de la guerre du Vietnam. À travers son parcours, nous sommes témoins des dures réalités de la guerre et de l'accueil encore plus brutal réservé aux femmes vétérans à leur retour dans une patrie divisée qui a ignoré leur service. Nous nous tournons ensuite vers The Movement de Clara Bingham, une chronique immersive des activistes qui ont envahi les rues, les campus et les tribunaux pour exiger le changement. Enfin, An Unfinished Love Story de Doris Kearns Goodwin offre une perspective rétrospective révélant comment les luttes déterminantes de ces décennies continuent de résonner à travers l'histoire, façonnant notre vision actuelle. Bienvenue chez Gateway Books par Crestance, où un livre ne suffit jamais et où la fiction historique n'est que le début. Je suis Cindy Cruz, votre guide à travers l'intersection dangereuse de la littérature et de la curiosité obsessionnelle. Ce podcast est l'endroit où la fiction rencontre la réalité, car les meilleures histoires ne nous transportent pas seulement, elles nous poussent à regarder plus en profondeur. Aux États-Unis, les années 60 et 70 ont été des décennies de bouleversements. Guerre, protestations et changements sismiques dans la société. C'était une époque où les rôles traditionnels étaient remis en question, l'autorité était contestée, et des voix longtemps ignorées commençaient à exiger d'être entendues. La guerre du Vietnam faisait rage à l'étranger, tandis que sur le front intérieur, la lutte pour les droits civiques, la libération des femmes et la résistance anti-guerre redéfinissaient le paysage culturel. La fiction et l'histoire nous permettent de plonger dans ces moments, non seulement en tant qu'observateurs, mais aussi en tant que participants. The Women de Kristin Hanna nous présente Frances McGrath, mieux connue sous le nom de Frankie, une jeune femme qui s'engage comme infirmière militaire, croyant au service, au devoir et à la patrie, pour finalement se retrouver non préparée à la brutalité de la guerre et à l'indifférence qui l'attend à son retour. À travers elle, nous avons été témoins des histoires méconnues des femmes qui ont servi, combattu et ont été oubliées. Pendant ce temps, The Movement de Clara Bingham nous transporte sur les lignes de front de l'activisme où les jeunes ont mis en jeu leur corps, leur réputation et leur avenir pour la justice. Et An Unfinished Love Story de Doris Goodwin offre une perspective façonnée par le temps. Ces livres dressent le portrait d'une génération qui a osé aller à contre-courant et même des décennies plus tard, leurs luttes définissent encore la société dans laquelle nous vivons. Quand Frankie McGrath s'est engagée comme infirmière et avec les femmes, elle était animée par l'idéalisme, cette croyance profonde qu'elle pouvait faire quelque chose de significatif, quelque chose qui comptait. Elle a grandi dans un monde où des personnes comme elle, une jeune femme privilégiée et bien élevée de Californie, n'étaient pas censées sortir des sentiers battus. Se marier convenablement, fonder une famille, peut-être faire du bénévolat à l'hôpital si elle voulait se rendre utile, c'est ce que ses parents attendaient d'elle. Mais Frankie voulait plus. Elle avait besoin de plus. Au début, elle croyait en la cause. Elle croyait au service et au devoir à faire une différence. Mais le Vietnam se moquait de ses bonnes intentions. Dès son arrivée, la réalité l'a frappée de plein fouet. C'était brutal et chaotique. Rien de ce qu'elle avait imaginé. Elle voit des jeunes hommes à peine plus âgés qu'elle déchiquetés par les tirs et les explosions, leur corps brisé au-delà de toute reconnaissance. Certains, elle peut les sauver, beaucoup d'autres, elle ne peut pas. Et elle doit apprendre rapidement à continuer même après les pires nuits, après avoir tenu la main de quelqu'un pendant qu'il rend son dernier souffle. Son idéalisme se brise, morceau par morceau, remplacé par quelque chose de plus froid, la simple survie. Ce qui la maintient ancrée, ce sont les autres infirmières et les amitiés qu'elle noue au milieu de toute cette souffrance. Elles deviennent sa famille. Elles comprennent d'une manière que personne d'autre ne pourrait jamais. Dans une guerre qui n'a aucun sens, elles sont les seules à en avoir. Et puis la guerre s'est terminée. Sauf pour Frankie, ce n'était pas le cas. Elle rentre chez elle en attendant quelque chose, de la reconnaissance, au moins un endroit où elle pourrait appartenir. Mais à la place, elle trouve le silence. Personne ne veut entendre parler du Vietnam. Et pire encore, personne ne croit même qu'elle y était. Des femmes à la guerre?
ça n'existait pas. Même les hommes qui ont combattu ont eu du mal à se faire entendre. Et Frankie, elle n'a même pas la chance de parler. Les seules personnes qui comprenaient ce qu'elle traversait étaient les amis qu'elle s'était fait au Vietnam. Ils savent que la guerre ne se termine pas simplement parce que vous quittez un champ de bataille. Mais même avec eux, c'était difficile. Le TSPT vit sous la peau. Certains jours, elle se battait. D'autres jours, il la submergeait. Christine Hanna ne raconte pas seulement l'histoire de Frankie, elle raconte celle de tant de femmes oubliées qui ont servi, sacrifié et sont rentrées chez elles sans rien. Mais à travers Frankie, à travers les amitiés qui la maintiennent à flot, nous sommes rappelés que même lorsque l'histoire essaie d'effacer des personnes, leurs histoires sont réelles et méritent d'être racontées. Le livre de Hanna nous permet également de voir comment, tandis que Frankie recousait des soldats et était témoin des horreurs de la guerre de première main, une autre bataille faisait rage. Le pays qu'elle avait laissé derrière elle était en train de changer, bien qu'elle ne s'en rende pas encore pleinement compte. Les manifestations remplissaient les rues, les campus éclataient en démonstrations, et l'idée même de patriotisme était en train d'être redéfinie. La guerre pour laquelle elle risquait sa vie, des millions d'Américains se battaient pour y mettre fin. À son retour, ce n'était pas seulement la guerre qui avait changé, c'était tout le pays. Et pour de nombreux vétérans comme elle, cela rendait le retour encore plus difficile. Ils étaient en partie trop longtemps et avaient vu trop de choses. Le monde qu'ils avaient laissé derrière eux avait continué sans eux. Au cœur de ce bouleversement se trouvaient de jeunes activistes qui refusaient de rester silencieux. Leur combat ne se déroulait pas sur le champ de bataille, mais dans les rues, les tribunaux et les couloirs du pouvoir. Ils faisaient partie d'un mouvement qui allait redéfinir toute une génération. Et c'est ici que nous nous tournons vers The Movement de Clara Bingham pour explorer les voix qui se sont élevées contre la guerre, l'injustice et le statu quo. Des voix qui, comme celle de Frankie, refusaient d'être ignorées. Alors que la guerre faisait rage au Vietnam, une autre bataille se déroulait chez nous. Mais celle-ci ne concernait ni la stratégie militaire ni la politique étrangère. Il s'agissait des droits fondamentaux de la moitié de la population. Les femmes n'attendaient plus le changement, elles l'exigeaient, et elles le faisaient partout. Dans les salons, les tribunaux, les salles de réunion, les rédactions, les salles de classe, et dans les rues. Elles défiaient les lois, brisaient les barrières et refusaient d'accepter le statu quo. Ce n'était pas facile et ce n'était pas toujours bien accueilli, mais elles ne reculaient pas. Toutes les femmes n'ont pas commencé comme militantes. Beaucoup avaient passé des années à ressentir que quelque chose n'allait pas, qu'elles avaient fait tout ce qu'on attendait d'elles, mais se sentaient toujours insatisfaites. Puis, en 1963, La femme mystifiée de Betty Friedan est apparue dans les librairies. Et soudain, les choses ont commencé à s'éclaircir. Friedan l'a appelé le problème sans nom. Ce sentiment d'être piégé dans un rôle qui ne convenait pas, de vouloir plus, mais d'être dite que vouloir plus était égoïste ou contre nature. Son livre a brisé l'idée que les femmes étaient heureuses en tant que ménagères et soignantes, et pour des millions de femmes, ce fut un réveil. Mais voilà le problème. La société ne voulait pas que les femmes se réveillent. Elle voulait qu'elles se calment. Et si une femme n'était pas heureuse de sa vie, il y avait une pilule pour ça. Au milieu des années 1960, le Valium, surnommé le petit assistant de maman, était le médicament le plus prescrit en Amérique. Il était directement commercialisé auprès des ménagères, des femmes épuisées, anxieuses et déprimées, mais qui n'avaient aucun véritable exutoire pour leur frustration. Au lieu de changer les circonstances qui rendaient les femmes malheureuses, les médecins distribuaient des pilules pour les aider à les supporter. Le livre de Friedan a poussé certaines femmes à poser la bouteille de Valium et à commencer à poser des questions difficiles. Pourquoi s'attendait-on à ce qu'elles consacrent toute leur existence à servir les autres? Pourquoi leur disait-on qu'elles devaient se contenter de si peu? Et pourquoi? Si elles n'étaient pas satisfaites, la réponse était-elle la sédation plutôt que le changement? Une fois que les femmes ont commencé à poser ces questions, il est devenu impossible de les arrêter.
Pour certaines, l'étape suivante a été de réaliser à quel point elles avaient peu de contrôle sur leur propre santé. Pendant des générations, les décisions médicales avaient été prises pour les femmes et non avec elles. Les médecins, presque toujours des hommes, détenaient le savoir et les femmes étaient censées simplement suivre les ordres. C'était simplement comme ça. Puis, en 1970, un groupe de femmes à Boston a décidé qu'elles n'allaient pas attendre que le milieu médical rattrape son retard. Elles ont rédigé Nos corps, nous-mêmes, un livre qui expliquait tout ce que les femmes n'avaient jamais appris sur leur propre anatomie, sur la contraception, sur la santé sexuelle. Et ce n'était pas écrit dans un langage technique froid. C'était direct, honnête et valorisant. Le message était clair. Vous méritez de savoir comment fonctionne votre corps, vous méritez d'être prise au sérieux par les médecins, vous méritez d'être celle qui contrôle. C'était révolutionnaire. Les femmes commençaient à réaliser que leurs frustrations n'étaient pas des échecs personnels. Elles étaient le résultat d'un système conçu pour les maintenir à leur place, et plus elles en apprenaient, plus il devenait difficile d'accepter la façon dont les choses avaient toujours été. En même temps, certaines femmes portèrent le combat au-delà de leur vie personnelle et directement dans le système juridique, car même si la société changeait, la loi considérait toujours les hommes et les femmes comme tout sauf égaux. Prenons l'affaire Reed contre Reed, une affaire de la Cour suprême de 1971. Elle a commencé par quelque chose qui semble insignifiant, un différend sur qui pouvait être l'exécuteur d'une succession. Mais la loi en Idaho était claire. Si un homme et une femme postulaient tous les deux, l'homme obtenait automatiquement le poste, sans poser de questions. Sally Reed était une mère en deuil qui a contesté cette loi et, avec l'aide d'une jeune Ruth Bader Ginsburg, la Cour suprême a statué que la discrimination fondée sur le sexe violait la clause de protection égale de la Constitution. Ce jugement n'a peut-être pas fait la une des journaux, mais il était monumental. C'était la première fissure dans la fondation juridique qui traitait les femmes comme des citoyennes de seconde classe depuis des siècles. Il envoyait un message clair. La loi devait commencer à traiter les femmes comme des égales. Et ce n'était pas le dernier combat que Ruth Bader Ginsburg allait mener. Mais les lois n'étaient pas les seules choses à changer. Les histoires des femmes, des histoires réelles sur des luttes réelles, étaient encore ignorées. Pendant des décennies, les magazines féminins étaient remplis de conseils de beauté, de conseils ménagers et d'articles sur la façon de rendre un mari heureux. Mais en 1972, le magazine Miss est apparu dans les rayons. Cofondé par Gloria Steinem, Miss n'était pas juste un magazine, c'était une plateforme. Il abordait des problèmes réels, la discrimination au travail, les femmes en politique, la lutte pour l'égalité des salaires. Il donnait aux féministes une voix nationale qui ne pouvait pas être ignorée ou reléguée à la section féminine du journal. En 1972, les femmes ne faisaient pas que façonner la culture et la loi, elles s'imposaient également en politique. Cette même année, Shirley Chisholm est devenue la première femme noire à se présenter à l'investiture présidentielle d'un grand parti. Elle a affronté le sexisme, le racisme et toutes les formes possibles de résistance, mais elle a refusé de reculer. Les femmes ne demandaient pas seulement une place à la table, elles apportaient leur propre chaise et se faisaient de la place. Les changements survenus dans les années 60 et 70 n'ont pas tout réglé du jour au lendemain. Il y a eu de la résistance, des revers, et la lutte pour l'égalité continue encore aujourd'hui. Mais une fois la poussière retombée, le pays avait changé, les lois avaient changé, les mentalités avaient changé, et les femmes n'étaient plus prêtes à rester en marge. La guerre du Vietnam et les mouvements des années 60 et 70 n'étaient pas seulement de l'histoire pour Doris Goodwin, c'était sa vie. Elle n'était pas spectatrice. Elle était dans les salles où les décisions étaient prises, où le pouvoir changeait, où l'histoire se façonnait en temps réel. Ses mémoires, une histoire d'amour inachevée, sont un mélange rare d'expériences personnelles et de réflexions historiques. C'est une histoire de politique, oui, mais aussi d'amour, à la fois pour un homme et pour un pays en crise. À travers sa relation avec son défunt mari, Richard Goodwin, une figure clé des administrations Kennedy et Johnson, elle revisite une époque qui a façonné à la fois leur vie et la nation elle-même. Ce livre offre quelque chose que les deux autres n'ont pas, le recul. The Women nous plonge dans les tranchées. The Movement
capture la flamme de la résistance. Mais Goodwin? Elle nous donne une perspective à long terme. Jeune femme, Goodwin a travaillé comme boursière à la Maison-Blanche sous le président Lyndon Johnson. Elle a vu de première main le poids du leadership, les décisions impossibles et les contradictions d'un homme essayant de concilier le progrès chez lui avec une guerre ingagnable à l'étranger. Johnson était un président de contradiction radicale. Il a fait adopter la loi sur les droits civiques, la loi sur le droit de vote, Medicare et la guerre contre la pauvreté, sans doute l'un des programmes domestiques les plus progressistes de l'histoire. Et pourtant, son héritage reste éclipsé par le Vietnam. Goodwin l'a vu lutter avec cette réalité. Elle a été témoin du fossé grandissant entre lui et les jeunes qui l'avaient autrefois inspiré. Ceux qui avaient cru en sa vision d'une grande société, mais qui se sont retournés contre lui à mesure que la guerre s'intensifiait. Les slogans « Hey, hey, LBJ, combien d'enfants as-tu tué aujourd'hui » n'étaient pas seulement des slogans politiques, ils étaient personnels. À travers ses mémoires, nous voyons le côté humain du pouvoir, l'isolement, le doute, la manière dont même les figures les plus puissantes sont façonnées par les marées de l'histoire. Ce qui rend ce livre si captivant, c'est la façon dont Goodwin revisite ces événements, non seulement en tant qu'historienne, mais aussi en tant que personne qui les a vécus. Elle ne se contente pas de raconter des faits, elle lutte avec la mémoire, avec ce que cela signifie de regarder en arrière à une époque qui semblait si immédiate, si urgente, et de la voir à travers le prisme des décennies écoulées. C'est quelque chose que Frankie McGrath ne comprend jamais dans The Women. Lorsqu'elle rentre du Vietnam, elle est coincée dans les séquelles brutales, essayant de reconstruire sa vie, tandis que le monde continue d'avancer. On peut en dire autant de nombreux militants du mouvement. Ils étaient tellement pris dans la lutte qu'ils n'avaient pas le temps de comprendre ce que tout cela signifiait. Mais Goodwin, elle a le luxe du temps, et le temps change notre perception des choses. Avec son mari, elle a passé les dernières années à replonger dans les archives, à relire des lettres, à revivre les moments qui les avaient autrefois définis. Qu'avait-il bien compris? Qu'avait-il mal interprété? Qu'est-ce qui avait changé dans la manière dont l'histoire est rappelée après toutes ces années? Ce genre de réflexion est crucial car il nous rappelle que l'histoire n'est pas statique. Ce qui semble clair sur le moment paraît souvent différent des décennies plus tard. Une grande partie de ce livre consiste à comprendre comment le passé continue de façonner le présent. Les luttes pour les droits civiques, l'inégalité économique et la politique étrangère ne se sont pas terminées dans les années 70, elles ont évolué. Les manifestations de l'ère du Vietnam ont préparé le terrain pour l'activisme moderne. Les divisions politiques qui ont fracturé le pays à l'époque existent encore aujourd'hui, mais sous des formes différentes. La question de savoir qui peut définir le patriotisme, qui a le droit de protester et ce que représente un pays, ces questions sont toujours en débat. Parce qu'en fin de compte, l'histoire ne concerne pas les politiques et les manifestations, elle concerne les gens. Elle concerne la manière dont les relations façonnent notre vision du monde et comment le monde, à son tour, façonne ses relations. Et les choix que nous faisons ne concernent pas seulement la politique. Il s'agit des personnes avec qui nous partageons nos vies, celles qui nous défient, nous poussent, nous soutiennent dans les moments de triomphe et de doute. Et c'est là que l'auteur nous laisse, non seulement avec une réflexion sur le passé, mais avec la compréhension que l'histoire n'est jamais vraiment terminée. Les questions des années 1960 n'ont pas disparu. Certaines batailles ont été gagnées, certaines restent inachevées, certaines leçons ont été apprises, certaines se sont estompées, attendant d'être redécouvertes. En regardant en arrière avec du recul, Goodwin nous invite à nous demander « Qu'avons-nous bien fait? Qu'avons-nous mal fait? Et que reste-t-il à accomplir ?» Certaines questions restent sans réponse. Certaines histoires restent inachevées. Et peut-être, tout comme l'histoire elle-même, le seront-elles toujours. L'époque du Vietnam était une période de remise en question. Elle a forcé les gens à interroger leurs croyances, à se demander en qui ils avaient de confiance et ce que représentait leur pays. Certains, comme Frankie, sont partis à la guerre en croyant servir une cause noble pour ne revenir que dans une nation qui leur avait tourné le dos. D'autres, comme les activistes du mouvement, ont tout risqué pour défier un système qu'ils considéraient comme défaillant.
Et puis il y avait ceux comme Goodwin qui avaient une place au premier rang de l'histoire et ont passé une vie entière à essayer de la comprendre. Ce que ces histoires nous rappellent, c'est qu'il n'y a pas une seule vérité sur cette époque. Il n'y a que des perspectives formées par où nous étions, ce que nous avons vu et comment nous nous en souvenons. Et c'est ce qui rend l'histoire si puissante. Ce n'est pas seulement une question de fait ou de date, c'est une question de personne. C'est une question de choix. C'est la manière dont le passé refuse de rester dans le passé, car de bien des façons, nous posons encore les mêmes questions aujourd'hui. Comment définissons-nous le service? Que réalise une protestation? Et que devons-nous à ceux qui se battent en notre nom? Et peut-être la question la plus difficile de toutes, comment serons-nous rappelés? Merci de nous avoir rejoints dans Gateway Books Crestons. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans l'histoire et les récits puissants qui vous donnent vie. Avant de partir, n'oubliez pas de visiter crestons.com, non seulement pour plus d'informations, mais aussi pour notre incroyable gamme d'équipements et de décorations pour la maison. Si vous êtes passionné par les livres et le style de vie des lecteurs, vous trouverez des articles conçus spécialement pour vous. Et bien sûr, si vous avez aimé cet épisode, cliquez sur le bouton J'aime, abonnez-vous et partagez avec d'autres amateurs de livres et passionnés d'histoire. Votre soutien permet à Gateway Books par Crestons de continuer à prospérer. Et j'ai hâte d'explorer plus d'histoires avec vous. Je suis Cindy Cruz. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine fois.